Marie-Nesse Chardin, elle est venue me voir en fait il y a 4 ou 5 ans. Elle venait de faire une grève de la faim. J'avais demandé de l'arrêter d'ailleurs parce qu'elle m'avait parlé au téléphone. J'avais trouvé que cette femme était très sensée, très argumentée dans la vie épouvantable qu'elle menait. Et la description qu'elle me faisait de ses agressions à répétition, il y en avait 21 je crois, plus un viol. Et comme elle voulait absolument me voir, je lui ai dit, donc elle est passée à mon bureau. Et là, j'ai découvert une personne surprenante, d'abord de franchise, d'intelligence, de lucidité, d'humanité même, parce que c'est une femme qui n'a pas de critères de jugement raciaux, de couleur de peau, etc. C'est une femme qui aime les gens, et c'est une femme en même temps qui vit comme une cloîtrée dans une sorte de ghetto qui voudrait la rejeter. Donc j'ai trouvé que sa résistance était bouleversante, franchement bouleversante, et c'est ce qui m'a amené à parler d'elle, tout simplement, enfin à exposer son cas d'abord dans un bloc-notes, c'était il y a 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus très bien. Et j'ai repris d'ailleurs son exemple dans un livre que j'avais fait en 2007 qui s'appelait La fracture identitaire, pour illustrer justement ces phénomènes de substitution de population. Alors ça se passe au Bourget, je crois, chez elle, c'est ça, ou au Bourget, de substitution de population qui font que des populations autochtones ne peuvent en général résister à la force des nouvelles habitudes, des nouveaux modes de vie qui sont imposés par d'autres populations. Et Marie-Nesse Chardin résiste et veut précisément pouvoir vivre sa vie comme avant. Ça fait 30 ans ou 40 ans, je ne sais plus, qu'elle habite là. Elle est née, je crois qu'elle est née là. Et j'ai trouvé que cette femme avait un courage inouï, même si elle est peut-être parfois dans la manière qu'elle a de raconter son histoire, dans une sorte d'angoisse permanente, mais en même temps qui ne le comprendrait pas. Donc voilà, c'est une femme qui m'a ému, et c'est une femme qui quand même, me semble-t-il, est assez exemplaire d'un phénomène que l'on ne veut pas aborder, qui est celui de cette relégation d'une population européenne, d'une population française en l'occurrence, les Bretonnes même je crois, filles de militaires, qui ne se retrouve plus dans son environnement et qui voit son pays comme devenir un pays étranger. Et donc c'est une constatation que l'on retrouve souvent dans les témoignages, moi je vois ça dans les témoignages de mes lecteurs sur mon blog, etc., de Français qui disent qu'ils ne reconnaissent plus parfois la France. Et donc c'est un peu cela qu'elle illustre dans son histoire. Et donc effectivement, les médias devraient s'intéresser à elle davantage. Je crois que le Parisien a fait un petit truc, mais elle mériterait un portrait naturellement. C'est un livre, c'est-à-dire que ce sont mes blocs-notes de 2009, je fais ça tous les ans, je ressors mes blocs-notes, là c'est édité par une petite maison d'édition indépendante qui s'appelle les Éditions de Passy, et je prends le risque d'abord de confronter ce que j'ai écrit aux réalités, c'est-à-dire qu'un an après, vous pouvez regarder ce que Rioufol a écrit pour voir si ça tient la route ou pas. Je ne sais pas si tous les journalistes font ça. Moi, je le fais depuis toujours et ça tient la route. J'ai le sentiment que les analyses que je peux porter, que je peux faire sur la société sont des analyses qui, 1 an, 2 ans après, 3 ans après, se révèlent relativement exactes. Enfin, il y a toujours des erreurs de fait, mais je n'enlève rien, bien sûr, ni même une virgule, ni quoi que ce soit, donc je joue le jeu. Je l'ai appelé Attachez vos ceintures, parce que ça fait référence à une introduction que j'ai faite, qui met en perspective, et qui montrait déjà dès 2009 qu'on allait vers une sorte de bouleversement généralisé, de catastrophe en catastrophe, d'effets dominos, de désastre en désastre, qui allait nous amener à je ne sais où d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre Attachez vos ceintures, c'est-à-dire qu'il y a tellement de trous d'air à répétition qu'on est obligé pour l'instant de s'attacher les ceintures, voire de se les serrer davantage pour les mois qui viennent. J'ai soutenu l'initiative. J'ai fait un blog pour dire pourquoi je soutiens la résistante de la Goutte d'Or. D'abord, on a compris pourquoi je soutiens la résistance de la Goutte d'Or. C'était la résistante, c'était le titre. J'ai trouvé que l'initiative de cette femme, que je ne connais pas, je ne connais ni la femme ni les organisateurs, j'ai trouvé que l'initiative de cette femme me paraissait intéressante parce qu'elle exprimait tout haut
des préoccupations qu'ils n'arrivent pas pour l'instant à trouver de voie d'expression. Sauf sur Internet, parce qu'on a bien vu que ce qu'elle a lancé comme une bouteille à la mer, qui était de faire cet apéro sur la Goutte d'Or, qui a été lancé comme une sorte de défi, de provocation, naturellement, c'était une provocation, mais elle aurait dû rester dans le petit clan restreint de ses amis, et donc ça a eu une audience considérable grâce à l'Internet. Donc ça a répondu à une inquiétude, et cette double inquiétude, eh bien dans le fond, c'est l'une d'elles, je viens de vous en parler, c'est ce phénomène de substitution de population qui existe non seulement dans les cités, mais maintenant dans certains arrondissements de Paris. Et d'ailleurs, Michel Tribala, la démographe Michel Tribala, a très bien décrit ça dans ses livres. Elle disait déjà que cette substitution de population, ça veut dire donc, je le répète, ça veut dire c'est ces populations autochtones qui fuient, qui quittent des territoires sous la pression pacifique, certes, mais sous la pression quand même de populations exogènes, extra-européennes en général, qui n'entendent pas changer leur mode de vie, leur culture, etc., et qui deviennent une gêne, dans le fond, une gêne pour les autres personnes. Et donc elle décrit ça dans son arrondissement, du 18e arrondissement, enfin dans une partie de son arrondissement, c'est pas tout le 10e, c'est pas tout le 18e arrondissement, à la Goutte d'Or, et elle décrit surtout, plus grave encore, elle décrit un phénomène d'islamisation d'une partie de la communauté musulmane, et cette phénomène d'islamisation crève les yeux à ceux qui veulent bien le voir, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent le voir, crève les yeux en tout cas tous les vendredis, puisque les islamistes bloquent les rues, à l'aide d'ailleurs de milices religieuses, semble-t-il, enfin c'est ce que disait Riposte Laïque, qui était ensuite un des co-organisateurs, bloquent les rues, donc empêchent la libre circulation, donc créer une sorte d'aberration dans une république laïque où jamais on a pu voir, même si on peut peut-être concevoir une procession religieuse une fois de temps en temps, une fois par an, deux fois par an, mais on ne peut pas concevoir que chaque vendredi il puisse y avoir des rues entières qui soient bloquées à la circulation pour une prière. Et donc on voit bien que cette mise en scène d'une piété musulmane revient à mettre en scène une volonté de l'islamisme qui est bien connue dans les analystes de marquer son territoire. Et donc elle disait ces deux choses-là. Et dans cela, je l'ai soutenu. Et j'ai été voir également la manifestation. J'ai été faire un tour, mais en tant qu'observateur, je ne me suis pas mêlé à la manifestation elle-même, car malgré tout, j'ai une réserve à formuler. Autant je trouvais que son analyse sur le phénomène de la Goutte d'Or était un phénomène très intéressant qui devait être exposé en public, et d'ailleurs il l'a été, dans le fond, son initiative a été une réussite, même si l'apéro a été bien entendu interdit par la préfecture, mais on pouvait s'en douter. Mais mes réserves concernaient la cible qu'elle visait. Je pense que c'est une erreur que de vouloir montrer du doigt l'ensemble des musulmans, parce que c'est un petit peu cette impression-là qu'elle donnait en faisant un apéro saucisson en l'occurrence. Elle aurait pu faire un apéro merguez, ça aurait été peut-être plus délicat. Parce que je pense que vraiment l'islamisme est un danger immédiat pour notre démocratie, pour la laïcité, mais ce danger-là, il est également dénoncé par un certain nombre de musulmans laïcs, de musulmans républicains, et qui doivent être les alliés de ce combat-là. Moi, c'est ma conviction depuis toujours, je ne cesse de défendre, de me mettre aux côtés de ces musulmans-là. C'est pour ça que j'ai soutenu, que j'ai même été manifesté avec les musulmans iraniens dernièrement qui protestaient contre cette dictature islamo-fasciste dans leur pays, là-bas en Iran. Et donc, je trouve qu'il est contre-productif que de vouloir se couper d'une frange de nos compatriotes musulmans qui, eux, savent encore mieux que nous quel est le drame, quel est le danger de l'islamo-fascisme, de l'islam, du fascisme vert, comme l'appellent ni pute ni soumise, qui savent également de quoi elle parle. Et donc, voilà, je trouve que je ne sais pas comment va évoluer ce mouvement-là, mais s'il évoluait en rejetant tout le monde, tous ceux qui ne sont pas français, qui ne sont pas blancs, qui n'ont pas une tête catholique, ce serait une erreur grave, et dans ce cas-là, je m'en dissocierais. Mais pour l'instant, j'ai voulu simplement accompagner cette libération de la parole sur un phénomène dont tout le monde parle, dans le fond. Mais je pense que les méthodes doivent changer s'ils veulent convaincre, et s'ils veulent être efficaces, parce qu'on ne fera rien si on fait ça sans l'aide des quelques musulmans éclairés. Enfin, il y en a beaucoup, mais qui pour l'instant n'ont sans doute pas eu, il y en a eu un ou deux, qui ont rejoint ce mouvement, mais il en faudrait davantage.
si, manifeste. Zemmour a gagné sur toute la partie. D'abord, il avait dit une vérité dérangeante, mais il avait dit une vérité. Donc encore heureux qu'il ait été maintenu au Figaro, ça aurait bien été le comble. Encore heureux qu'il ait été maintenu dans son émission également sur France 2. Et on s'aperçoit, c'est une affaire très, très intéressante naturellement, parce qu'on voit bien que pour avoir dit une chose dérangeante, il s'est fait accuser de tous les maux, enfin, de toutes les insultes, et on connaît ce mécanisme-là, ce mécanisme du terrorisme intellectuel qui est développé depuis très longtemps par l'idéologie antiraciste. Mais on s'aperçoit que des limites tout simplement de ce déni des réalités, car les Français, les gens voient avec leurs yeux aujourd'hui, ils ne supportent plus qu'on leur dise que ce qu'ils voient n'est pas ce qu'ils voient, que ce qu'ils entendent n'est pas ce qu'ils entendent, et que ceux qui répercutent ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent sont des fascistes, des extrémistes, des salauds. Donc déjà leur combat est vain. Et je trouve que la manière qu'ils ont, que la manière qu'ont tous ces mouvements antiracistes, honorables en soi naturellement, mais en l'occurrence presque totalitaires, c'est-à-dire de vouloir interdire une parole dérangeante, cette panique qui les gagne me semble assez révélateur justement de la faillite de leur vision, comment dirais-je, du fait qu'ils ont trompé les gens et qu'ils le voient dans le fond. Donc ils sont en train d'essayer de vouloir mettre un tapis sur un feu qui prend, mais le feu va prendre naturellement, et c'est eux qui en seront les pyromanes. Donc je trouve intéressant, c'est une sorte de chant du cygne, si vous voulez. Et je pense qu'on va voir s'accélérer ces genres de discours très violents de la part de ce discours antiraciste. On l'a encore vu d'ailleurs pour l'affaire de l'équipe de France, où Finkielkraut a dit également des vérités en disant que cette équipe métissée devenait aussi une sorte de conglomérat de clans. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais ça voulait dire ça. Donc cette équipe était révélatrice dans le fond du grand malaise de la société. À travers ce malaise de la micro-société de l'équipe de France, elle reflétait le malaise d'une société française. Et que là aussi, naturellement, il s'est fait insulter à nouveau. Pascal Boniface parle de manichéisme. Enfin bon, il y a toujours ce même mécanisme-là de la stigmatisation et du détournement des mots. Et donc ce procès sera intéressant de ce point de vue. Intéressant d'abord parce que j'imagine que Zemmour va gagner. Je ne concevrais pas qu'on puisse condamner un journaliste pour avoir dit la vérité, une partie de la vérité. Peut-être l'a-t-il dit maladroitement, mais enfin, c'est une vérité. Et je pense qu'on va peut-être déceler à ce moment-là à quel point cette idéologie antiraciste s'est dévoyée et est devenue vraiment une idéologie totalitaire.